Réfléchir sur la beauté, c'était pas évident pour moi, la beauté, en fait. C'est quelque chose qui a une sorte de dimension insaisissable, en fait. C'est ce qui m'intéresse, quoi. Donc, retrouver cette beauté qui est souvent cachée. Bonjour, moi je m'appelle François Jouan, je suis chercheur enseignant à l'École pratique des hautes études et titulaire de la chaire de psychobiologie du développement. J'ai eu un parcours un peu divers. J'ai commencé ma carrière comme chercheur au CNRS, dans une section qui s'appelait à l'époque psychophysiologie, il y a quelques années. Et puis j'ai rejoint l'école pratique il y a une vingtaine d'années pour continuer à développer les travaux sur les aspects du développement. J'ai créé avec un collègue et dirigé pendant une douzaine d'années, une quinzaine d'années, un laboratoire qui s'appelle toujours Cognition humaine et artificielle. Un laboratoire un peu particulier dans lequel il y avait des biologistes, des cognitivistes, des matheux, des informaticiens, et qui s'intéressaient aux relations entre intelligence naturelle et intelligence artificielle. Et dans ce cadre-là, on s'est pas mal servi des modèles développementaux qu'on a développés par le passé pour essayer de modéliser un petit peu le développement à la fois du contrôle moteur, de la cognition chez l'humain. Et puis en 2019, j'ai créé une deuxième unité qui est une unité mixte de services à l'hôpital de Garches qui s'appelle R2P2 pour réanimation pédiatrique Raymond Poincaré, qui est un endroit un peu particulier puisqu'on fait venir à la fois des chercheurs, des ingénieurs, des startups, des entrepreneurs pour développer de la médecine au pied du patient, puisque dans cet hôpital de Garches, on travaille sur des patients un peu particuliers dont je vous parlerai un peu plus tard avec quelques images. Le dernier point important pour introduire cette interview, cet entretien, c'est que le fond théorique sur lequel je m'appuie, c'est l'épigénèse probabiliste. C'est grosso modo comment on peut comprendre comment l'environnement, ou plutôt le milieu, au sens où l'entendait Augustin Berg avec son approche mésologique, va intervenir pour moduler l'expression des gènes au cours du développement. Dans ce cadre-là, une des premières choses qui m'intéresse en ce qui concerne l'aspect beauté, c'est la beauté que je vais trouver dans la morphologie du vivant. Donc, je vous ai mis un petit film ici qui est un travail que j'ai emprunté à un collègue de PSL sur les premières phases du développement et comment en fait les embryons se construisent. Lui et plusieurs d'autres collègues sont en train de montrer que même dans les phases très, très précoces du développement, alors qu'on pensait que c'était totalement contrôlé par les gènes, on a des mécanismes de physique qui vont intervenir. On voit ici sur le film, ici, il y a une protéine qui va s'exprimer, qui va déclencher une première série de vagues, qui va amener à la construction, à la forme de l'individu. Et ce qui est très intéressant dans le travail de cette équipe, et qui, moi, me passionne et que je trouve particulièrement beau, c'est qu'ils ont montré comment on avait une auto-organisation au niveau cellulaire, au niveau du développement, qui fait qu'au début, vos cellules, elles sont totalement asynchrones, elles s'expriment en fonction des protéines qui s'activent, et à un moment, elles vont se synchroniser pour donner naissance à la forme. Et ça se fait sans qu'il y ait de transmission d'un gène supplémentaire. C'est donc uniquement des forces de mécanotransduction qui vont être à l'œuvre à l'origine du développement. Donc ça, je trouve ça particulièrement beau, parce que ça montre que, contrairement à ce qu'on pensait, où on pensait que le gène avait toute son influence dans les étapes précoces du développement, dès les débuts du développement, ici on est au niveau de la gastrula, donc c'est vraiment quelques heures, en tous les cas chez la drosophile, après la conception, on a l'influence de mécanismes physiques de type mécanotransductif. Ce que je vous ai montré juste avant avec les travaux d'Emmanuel, c'est mise en évidence des mécanismes mécanotransducteurs, c'est quelque chose qui avait été déjà observé par les médecins à la fin du 19e, et notamment les gens qui s'intéressaient à la croissance osseuse et qui avaient décrit des mécanismes à peu près ciblés au niveau de la façon dont les os et les plaques osseuses vont se mettre en place au cours du développement. Ça, c'est important parce que ça donnait naissance à une école française d'ostéopathie pédiatrique. Et j'ai eu la chance, et j'ai toujours la chance, de travailler avec une très grande dame qui s'appelle Roselyne Allos, qui a passé 25 ans de sa vie à l'hôpital Robert Debré à Paris, où elle a mis en place un service d'ostéopathie pédiatrique. Et avec elle, on a développé un outil qui n'existait pas encore, qui permet de mesurer en fait la croissance osseuse du visage chez les enfants, alors à la fois chez l'enfant normal et à la fois chez l'enfant pathologique, comme je vais vous montrer juste après. Et donc pour ça, j'ai été amené à développer du code. C'est du code dans lequel on utilise évidemment l'intelligence artificielle. On a des réseaux de neurones qui travaillent derrière pour identifier les points de croissance osseuse
Et c'est là que j'ai un petit côté beauté, c'est la beauté du code. Moi, je trouve qu'il y a une très belle beauté quand on a un code qui est d'une clarté limpide, qui se lit tout seul. La deuxième partie de la beauté, c'est ce que j'appelle la beauté du geste. Alors ici, c'est juste un exemple d'un travail qu'on fait avec Roselyne, qu'on a publié ça en 2019, où elle travaille sur des enfants qui ont des pathologies génétiques, un syndrome de Treacher-Collins, comme vous voyez tout en haut de la diapositive. Si le syndrome n'est pas pris en charge, ben vous avez des enfants qui se retrouvent et à l'âge adulte avec une morphologie qui n'est pas particulièrement séduisante. Donc là, vous avez l'exemple d'une petite fille que Roselyne a suivie, qu'elle a eu la chance de prendre en charge à l'âge de 3 mois. Vous la voyez à 6 ans après, et on voit que tout le travail de mécanotransduction qu'elle a fait au niveau de la croissance osseuse a permis de restaurer en fait une symétrie faciale. Et puis ce que je trouve le plus beau enfin, dans cette diapositive, c'est que la petite fille, vous la voyez dans la dernière diapo en bas, dernière consultation, elle est, bon, d'abord physiquement, elle a évidemment énormément récupéré, c'est une jolie petite fille, et elle est en train de répliquer en fait sur une poupée de chiffon tous les gestes qui ont été faits par le thérapeute. Donc quand on a vu cette image avec Roselyne, on a trouvé ça particulièrement beau. Maintenant, la beauté de l'action. Alors ça, je vous ai expliqué, à Garches, on a monté une unité de service un peu particulière parce qu'on prend en charge des enfants qui ont des pathologies lourdes, essentiellement des troubles neuromoteurs qui sont soit d'origine génétique, soit d'origine accidentelle. Et beaucoup de ces patients, de petits patients, on est à une unité de pédiatrie, donc on a des enfants très jeunes jusqu'à l'adolescence, sont des enfants qui ont des problèmes respiratoires. Et dans certains cas, on est obligé de pratiquer des trachéotomies, c'est-à-dire on va ouvrir la trachée, introduire une canule dans la trachée pour que l'enfant respire. Alors, qu'est-ce que c'est comme problème ? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est que les canules de trachéo qu'on va utiliser sont en général une réduction de canules qu'on utilise chez l'adulte. On divise simplement la taille pour l'adapter à l'enfant. Et là, on oublie une chose importante, c'est que la trachée d'un bébé de quelques semaines, d'un enfant de 6 ans ou d'un ado, la forme de la trachée est radicalement différente. Et les canules qu'on va utiliser sont des canules qui sont totalement inadaptées. Et puis qui, dans certains cas, quand elles sont mal placées, qu'elles sont mal positionnées, elles sont gênantes. Elles vont générer, y compris des atteintes profondes. Comme vous voyez là, une sonde qui est en train d'abîmer la colonne vertébrale du patient. Et pour nous, pour les enfants, c'est encore plus important parce que les enfants n'ont pas forcément besoin d'avoir une ventilation permanente. On peut faire rentrer chez eux des enfants le soir avec un système de trachéo qui va les aider à respirer pendant la nuit. Si votre sonde est mal placée, inadaptée, elle va être gênante pour l'enfant. Ce qu'il va faire, il va l'enlever, il va l'arracher et évidemment l'issue est fatale puisque s'il n'a plus ce système d'aide de respiration, il va décéder. Donc avec l'équipe qu'on a constituée à R2P2, on est en train de mettre au point en fait des systèmes de trachéo totalement sur mesure. On est maintenant capable de créer sur mesure des canules pour la trachéotomie qui soient complètement adaptées à chacun des patients. Donc ça, pour moi, il y a une beauté dans le geste thérapeutique là, qui est évidemment indissociable du travail de recherche fondamentale. Dernier point, vous allez avoir plusieurs images. Donc ça, je travaille beaucoup sur les images. Ça, c'est des images en thermographie dans le proche infrarouge. C'est une collaboration avec l'hôpital de Poissy. On fait pas mal de choses. Et la beauté, elle n'est pas dans l'image. L'image en elle-même, elle n'est pas intéressante. C'est une image avec des pseudo-couleurs. Mais les images successives, vous allez voir apparaître la beauté, voilà, dans ce qu'on va en faire de cette image. Donc là, je suis tout à fait capable d'aller chercher le corps du bébé, etc. Vous voyez regardez bien sur la partie autour de l'abdomen et on voit apparaître la vie. En quelques minutes, le bébé est passé, on a vu apparaître en fait la mise en place de la thermorégulation, donc la mise en place du vivant. C'était intéressant parce que c'est des images qu'on a reçues avec mon collègue Bergougnou. On a passé du temps à regarder ces images et puis un jour on était en train de travailler ensemble et à un moment on a dit « Est-ce que tu te rends compte ? On vient de découvrir le siège de l'âme ».
dans la variation de température thermique. Et on a trouvé ça particulièrement beau. Cette idée qu'avec une simple caméra thermique et avec un peu de mathématiques derrière, on était tout à fait capable de voir en fait comment la vie apparaissait chez un bébé qui vient d'être. Un nouveau-né, c'est déjà beau, mais mettre en évidence cette diffusion de chaleur et cette mise en place, la régulation thermique de cette façon, est pour moi quelque chose de particulièrement beau. Cet objet est un objet que mes collègues pédiatres ont utilisé pendant des années et des années. Ça permettait de faire des mesures physiques sur l'angulation des membres, etc., choses comme ça. Je l'avais amené pour vous le mettre en contraste avec ce que je vous ai présenté là, avec les derniers développements qu'on fait en intelligence artificielle pour mesurer des choses similaires, mais avec des outils beaucoup plus modernes. C'est un mesureur de beauté qui date, bon, celui-ci n'est pas très très vieux, mais ça ne s'utilise plus depuis 40 ans ou 50 ans, ce genre de choses. Voilà. Et ça a permis de faire avancer pas mal de choses concernant la prise en charge des petits avec des mesures physiques, voilà, comme on savait faire à l'époque. Et un jour, j'avais parlé lors d'une réunion à l'EPHE de comment les bébés ont des sentiments de beauté à la naissance. Et donc, elle avait été surprise, elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit, bah, écoute, c'est des manips qui montrent en fait que quand on présente à des nouveau-nés des visages symétriques, bien organisés par rapport à des choses où il y a de la symétrie, etc., les enfants ont une tendance à regarder plus un visage symétrique avec les canons de beauté. On sait que c'est simplement lié à leur équipement visuel. C'est-à-dire qu'on a un équipement visuel qui fait qu'on détecte mieux les horizontales, les verticales, et que, comme le système visuel d'un nouveau-né n'est pas complètement développé, qu'il est un peu dans le flou, comme quand tu fais un flou sur une image, etc., il ne voit que c'est un des filtres qui vont supprimer les basses fréquences, en fait. Il reste les hautes fréquences, et c'est ça qui va attirer son attention. Alors après, sur les aspects culturels, sur le visuel, c'est difficile, mais sur l'auditif, oui, on sait qu'il y a plein de choses qui permettent de construire pendant la vie utérine, en fait, des éléments que tu vas utiliser après la naissance. Alors pourquoi ça, c'est une super question. Dans la construction d'un cerveau humain, il y a des choses extraordinaires. Il y a plusieurs phases. Il y a une phase qu'on appelle la neurogénèse, c'est tout ce qui concerne les mécanismes d'induction cellulaire, comme ceux que je vous ai montrés, l'apoptose, la mort cellulaire, les connexions, la construction. Et ça va permettre, ça se fait en plusieurs étapes au cours du développement intra-utérin, donc pendant les 9 mois de grossesse. Et ça permet de construire une anatomie, une neuroanatomie qui est partagée entre nous tous. C'est-à-dire que si je prends n'importe quel cerveau d'entre nous, on va retrouver les mêmes formes et on aura un cerveau qui sera un cerveau humain différent celui d'un chimpanzé ou celui d'un poulet, etc. Bon. Donc on a des catégories. Et après, au cours du développement, tu as aussi, alors dans plusieurs étapes, mais surtout en fin de grossesse, un deuxième mécanisme qui est un mécanisme qui est en attente d'expérience. Le premier, il est dépendant de l'expérience, c'est-à-dire que si tu n'as pas les mécanismes d'induction cellulaire, les structures ne vont pas se faire, ou elles se feront différemment. Et puis le mécanisme qui est lié à la synaptogénèse, c'est-à-dire à la connexion des millions de neurones, grosso modo à peu près 10 puissance 15 connexions dans le cerveau, ce qui est énorme. Ça, c'est quelque chose qui dépend de l'expérience. C'est-à-dire que là, le milieu, au sens où l'entend Berk, qui est un chercheur que je trouve vraiment remarquable, c'est loin de mon domaine, mais quand même, qui a eu des très belles idées là-dessus, va intervenir pour faire que, même si tu as un jumeau monozygote, tu n'auras pas deux cerveaux identiques entre des deux jumeaux. D'accord ? Et ça, c'est passionnant. Comment on peut comprendre que des expériences environnementales vont induire chez les organismes qui sont totalement identiques du point de vue génique des phénotypes en fait radicalement différents. Donc c'est toute la merveille du vivant, ça aussi, et toute la beauté du vivant. Tu n'as rien de prédéfini, c'est pour ça qu'on parle d'épigénèse probabiliste. Le devenir d'un individu, le développement d'un individu, c'est une probabilité. Voilà. Il y a un très beau bouquin de Marianne Teuber, je vous le conseille, qui s'appelle Artifact. Et elle a écrit ce petit bouquin dans les années 70, où elle a repris en fait tout ce que les peintres avaient utilisé des neurosciences et des sciences de l'époque.
notamment tout ce qui avait été fait sur la Gestalt. Tu as, même si on remonte plus loin, on a eu un ancêtre à l'EPHE qui s'appelle Jules-Étienne Marais, qui a fait les premiers films de décomposition du mouvement. Eh bien, tu as Duchamp a réutilisé ça dans le nu qui descend dans l'escalier. Voilà. Donc, je pense que les relations entre l'histoire de l'art et les neurosciences, elles sont beaucoup plus proches qu'on pourrait le croire. Voilà. Et en fait, dans le bouquin de Teuber, elle montre que depuis très longtemps, les artistes se sont servis des connaissances de la science et l'ont intégré à leur pratique artistique. C'est une piste, bon, ça a du travail pour des gens qui seraient intéressés par ces domaines, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à les creuser là-dessus. Idem, si tu prends Vasarely, il est tout conçu sur l'optique et les illusions d'optique qui ont été étudiées dans la première moitié du XXe siècle. C'est magnifique quand tu vois, j'étais à l'hôpital jeudi, on avait une petite patiente de 3 ans qui est arrivée dans un état un peu, vraiment en très mauvais état, qui a été prise en charge. Mon collègue qui est quelqu'un qui a un sens du soin. Ce qui est beau, c'est quand il va voir la petite, bon, on sait qu'elle va s'en sortir, elle ne va pas y rester, et il y a une petite fille de 3 ans, toute petite, qui lui dit « Bon, écoute, demain t'es guéri ». Et là, tu vois un sourire magnifique sur le visage de l'enfant. C'est beau, c'est beau, voilà. C'est ça que moi j'aime beaucoup ça. Et ça, je trouve c'est génial quand on peut associer de la recherche fondamentale, parce qu'on fait de la recherche fondamentale assez pointue là-bas sur les prises en charge en neurologie, et puis ce côté du soin.